J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre. On va parler de son parcours, mais aussi de tout ce qui concerne le monde fascinant de la médecine. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, et toi? Super. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans la médecine? Alors, quand j'étais plus petit, je pense comme beaucoup de gens, je voulais faire vétérinaire. Ok. J'aime beaucoup les animaux, je me sens très proche de la nature, et donc tout naturellement, l'envie est venue de vouloir aider les animaux. Et puis en fait, c'est venu de là, et j'ai extrapolé l'idée, je me suis dit, mais pourquoi pas appliquer aussi le soin aux humains, et je me suis renseigné dans tous les métiers qui pouvaient exister en médecine, et à la base, c'est le métier de médecin légiste qui me fait avoir la fibre pour le corps médical, et donc j'ai décidé de m'inscrire en première année d'études de santé dans l'optique, dans le souhait de devenir médecin légiste. Ok, trop cool. C'est ça qui t'a donné la première petite étincelle. On est passé du veto au médecin légiste. Ok. Et comment on fait quand on a envie de faire ce métier-là? C'est quoi le processus que tu fais pour rentrer en médecine? Déjà, pour rentrer à la faculté, il faut avoir le baccalauréat. Ok. Donc, il faut finir une formation du bac. Après, ça dépend des sensibilités de chacun, suivant les matières dans lesquelles il a le plus de facilité de choisir ses options pour le bac, vu que le bac a changé, il y a une réforme. Mais déjà, ça part d'une passion, ça part d'une volonté, puisque notamment on sait, les études de santé sont très sélectives, avec plusieurs concours. Donc le maître mot pour rentrer dans ces études-là, avant tout de s'entraîner, c'est surtout la passion, avoir la fibre pour justement être motivé jusqu'au bout, car ce sont des études qui sont très très longues. Ouais. Ça dure combien de temps d'ailleurs? Si tu veux, on peut diviser les études de médecine en 3 grands cycles. Vas-y, je t'écoute. Tu as un premier cycle avec un premier concours dès la première année. Le premier cycle se décompose en 3 ans. Ça, c'est la période où je dirais on apprend toute la physiologie du corps. C'est beaucoup de par cœur, 3 années de par cœur. Ensuite, il y a 3 années qui suivent, qui sont les années de l'externat. Quand tu es externe, tu es à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps à la faculté. Tu fais quand même tes partiels à la faculté et à la fin de ces 3 ans d'externat, tu passes un concours qui te permet d'accéder à l'internat. Et l'internat, c'est le 3e cycle. Suivant les spécialités médicales, il se compose de 3 ou 5 ans, maintenant aussi 4 ans pour les médecins généralistes. Et à la fin de l'internat, tu es officiellement docteur en médecine thésée. Ok, waouh, génial. Je sais pas si j'ai... Si, c'est très clair, genre vraiment très clair, ok. Est-ce que c'est vrai que c'est très difficile la première année de médecine? Pourquoi on parle tout le temps qu'il y a au moins, un gros pourcentage qui laisse tomber dès la première année? Alors, la question de la compétition dans les études de santé, c'est un sujet tabou. Parce qu'en fait, depuis toujours, on dit qu'on manque de médecins. On dit qu'il faut plus de spécialistes, de dermatos, de cancérologues, d'hépato-gastro, c'est les gens qui s'occupent du système digestif. On en manque de tous ces médecins-là, et on peut attendre jusqu'à 6 mois, 1 an, voire plus, pour avoir des rendez-vous. En fait, le problème, c'est que y a une volonté de sélectionner. Il y a une volonté élitiste un petit peu dans la formation médicale, je pense. Et donc, on a fait croire à tort aux personnes qu'on allait augmenter le nombre de médecins. Ce qui est faux. La réforme de la première année, qui a été initiée par notre président actuellement il y a quelques années, en fait, stipulait qu'ils aient supprimé ce qu'on appelait le numerus clausus. Je pense que c'est important d'en parler parce je vois pas du tout ce que c'est, ouais. Alors, en fait, le numerus clausus, c'est un mot latin qui veut dire numéro de clôture, numéro de fermeture. C'est-à-dire que l'université de Caen va dire, eh bien voilà, pour la première année d'études de médecine, nous allons prendre à l'issue du concours de première année 200 personnes. Il y a 1600 inscrits au mois de septembre. Ça veut dire que en mai, il n'en restera que 200, donc 1400 personnes devront choisir autre chose que médecine, ou bien repartiront bredouille, c'est-à-dire sans rien, devront redoubler. Ok, c'est dur. C'était très dur. À l'époque, moi j'ai passé ce qu'on appelait la PACES. C'était une année commune. Et c'était une bonne idée, parce qu'on regroupait les kinés, les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, ainsi que les dentistes dans cette première année commune. Et donc sur les 1600 inscrits, 200 allaient en médecine, 40 en dentaire, 100 en pharmacie, etc. Idem pour sage-femme et pour kiné. Et ensuite, ceux qui n'avaient rien pouvaient redoubler et retenter leur chance. Ok, c'était bien ça. Ça permettait d'avoir une seconde chance. Avec la réforme qui a été faite par notre gouvernement, on a supprimé le redoublement. Alors, c'est très subtil. En fait, pour rentrer en médecine, maintenant, il faut rentrer dans une licence
c'est-à-dire une licence de droit, une licence d'informatique, et préparer en plus une licence d'accès santé, c'est-à-dire une unité d'enseignement de santé, en plus de ta licence de droit, d'économie. Donc ça fait une charge de travail en plus. C'est beaucoup plus de travail, ouais. C'est beaucoup plus de travail. Et si tu n'arrives pas à rentrer en médecine avec ta première année, tu ne peux pas retenter médecine la même année. Je m'explique. L'année qui suit, tu veux dire? En fait, tu as toujours 2 chances. Ok. Et c'est à toi maintenant de te les répartir suivant ton cursus. D'accord. Tu as le droit d'utiliser une chance par niveau. C'est-à-dire, imaginons, tu n'arrives pas à avoir médecine avec ta licence première année de droit, mais tu passes en licence seconde année de droit, tu vas pouvoir retenter ta deuxième chance parce que tu as monté d'un cran en droit. Okay. Mais si tu redoubles ta première année de droit et que tu n'as pas médecine, tu retournes en première année de droit et là tu ne peux pas retenter médecine. Tu dois attendre de remonter en deuxième année de droit. D'accord. Oui, c'est plus compliqué. Et là où on nous a menti, c'est qu'on nous a dit qu'il y avait plus de numerus clausus, qu'il y avait plus de numéro de fermeture et que maintenant c'était open bar. Mais non, c'est absolument faux. Médecine, ça peut pas être open bar. Il y a forcément un moment où on doit respecter des quotas. Sinon, on va se retrouver avec des dépenses de santé qui vont exploser dans des dizaines d'années. Donc en fait, on nous a un peu pris pour des bœufs. Ouais, clairement. On nous a dit il y a 2 ans qu'on avait résolu le problème de l'état de santé et en fait, c'est faux. Le nombre de médecins ne va pas augmenter, il va même stagner. Et on est revenu en arrière, quoi. Je donne par exemple un exemple tout bête, les chirurgiens maxillofaciales, c'est ceux qui s'occupent de réparer le visage suite à des traumatismes. Dans certaines villes, on en prend jusqu'à 1 nouveau tous les 2 ans. Ah ouais. C'est très peu dans la formation. Après, ça répond aussi à des besoins locaux. S'il n'y a pas besoin de former plus de ces chirurgiens-là, mais actuellement, on se rend compte que dans certaines spécialités, on en manque. Donc, où est le trou dans le quota des médecins ? Donc voilà, ça c'est un problème. Et donc c'est très compliqué, à la fois parce que les matières sont compliquées, et à la fois parce que le système d'entrée dans les études médicales est compliqué. La PACES, c'est un très bon système. On réunissait les plus grands corps de santé dans une année commune. Et maintenant, pour avoir des profils plus diversifiés, soi-disant, on va prendre des gens donc qui ont fait peut-être 2 ans, 3 ans de droit en médecine, qui vont rentrer donc en deuxième année après peut-être 2 ans ou 3 ans de droit, et qui vont avoir des retards immenses, notamment en anatomie, qu'on est obligé de rattraper en deuxième et troisième année. Et ça se voit sur le concours de l'externat, après les 2 premiers cycles, puisque les étudiants qui, par exemple, font une licence de sciences de la Terre ou de la vie, vont être avantagés dans les matières médicales en deuxième année que ceux qui ont fait une licence d'informatique vont avoir un retard à rattraper. Ouais. Donc le système d'entrée est devenu plus compliqué aussi. Au niveau du classement, on s'y retrouvait mieux en PACES. Même si certes il y avait plus de personnes qui repartaient sans rien, il y avait toujours cette option du redoublement. Oui. Et la notion de passerelle aussi. Les gens qui avaient tenté 2 PACES et qui n'obtenaient rien pouvaient quand même se rediriger dans une deuxième année, par exemple, d'un autre corps médical. Je pense par exemple à un infirmier ou infirmière pour tenter le concours. Oui, à l'époque, pouvait switcher pour pas perdre 2 ans quand même, parce que c'est énorme dans la vie d'un étudiant qui sort du bac à 18 ans, qui tente 2 PACES, qui finit à 20 ans, 21 ans et qui n'a rien fait en fait au final. Donc soi-disant pour avoir des profils plus diversifiés, on a autorisé en fait à mentir, à dire qu'on pouvait supprimer le numerus clausus et augmenter le nombre de médecins, ce qui est fondamentalement faux. Et vous avez des aides quand vous commencez vos études en médecine financière? Parce que vous partez quand même pour 10, voire à 12, 15 années de médecine. Faut quand même pouvoir se payer un appartement, subvenir à ses besoins. L'État a mis quelque chose en place pour vous aider financièrement ou pas? Alors, il y a des aides, et d'autant plus maintenant qu'on connaît la difficulté que possèdent les zones de déserts médicaux, on a, si on peut dire ça, des sortes de bourses d'appel qui se sont levées, c'est-à-dire des communes qui cherchent désespérément un médecin, parce que le praticien actuellement dans la commune va partir à la retraite dans quelques années, propose à des étudiants de les subventionner, de participer à leurs frais de scolarité. Je prends par exemple le cas d'une commune en Normandie qui avait financé un étudiant, je crois, à hauteur de 5 ou 10 000 euros, avec la promesse que quand il finissait ses études, il exerçait 5 à 10 ans dans la commune qui avait prêté de l'argent. Ça, c'est des genres d'aides à l'amiable qui se font sans entraîner je dirais un cadre juridique. Là, c'est à l'amiable. Quand ça se fait comme ça, c'est très bien. Et sinon, après, il y a les aides aussi des étudiants. Je pense par exemple aux Crous, les bourses Crous qui sont là avec les logements, avec les bourses mensuelles pour aider les jeunes. Moi, par exemple, je suis boursier. Donc chaque année...
c'est pendant 6 ans les bourses qu'on peut les toucher. On touche voilà chaque mois selon l'échelon. Après, il existe également d'autres aides, logement, l'État nous aide évidemment, mais faut savoir que l'État nous aide déjà dans la formation médicale puisqu'il nous paye les études de médecine. Nous contribuons tous au financement des étudiants en médecine. Okay. Une année de médecine, c'est extrêmement cher pour un étudiant. T'as les prix en tête ou pas? Oui, c'est environ 30 000 euros l'année. Okay. Donc c'est très cher parce que c'est tout un travail à l'hôpital, c'est de l'utilisation de matériel, c'est de la réquisition de personnes. Pour organiser rien qu'un stage d'un étudiant, faut demander au RH, faut payer toutes ces personnes-là. Et donc en fait, c'est plein de finances en fait qu'on ne voit pas nous. Puis il y a aussi les professeurs, il y a aussi la faculté, voilà. Nous, on a payé ce qu'on appelle la cotisation de vie étudiante. C'est un reste à charge de 100 euros, mais la fac est gratuite à côté de ça en France. Oui, c'est ça. Et c'est un soulagement parce que moi, je vois très bien aux États-Unis, j'ai eu la chance de côtoyer intimement un médecin américain et qui me disait qu'il était endetté à vie. Parce que les études, il n'y a pas d'aide du tout. Alors, il y a des bourses. Mais c'est des bourses au mérite et c'est limite une compétition fratricide qui se livre entre eux pour avoir ces bourses-là. Et voilà, aux États-Unis, les étudiants en médecine sont endettés pendant des années parce que ils n'ont pas. Mais si vous voulez, c'est un endettement qui est important pour eux parce que c'est des intérêts qui vont toucher sur des médecins, donc c'est intéressant. Tout le monde est prêt à prêter de l'argent à un médecin, même en France. Mais on a un système éducatif et des universités qui est si égalitaire dans le fait d'octroyer la chance à tout le monde qui fait que voilà, on n'a pas à payer nos études quoi, c'est quelque chose on a besoin de vous, enfin je veux dire on est mort sans vous. Ça fait plaisir tu vois, c'est utile. Ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'on a nos politiciens actuellement. Moi, j'ai entendu Bruno Le Maire il y a quelques jours qui disait que des étudiants en médecine, si c'est pour faire gériatre, donc c'est le médecin des personnes âgées, ou médecin généraliste pour remplir les déserts médicaux, on accepte de payer vos études. Mais par contre, si c'est pour faire chirurgien plastique ou une spécialité très demandée, dans ces cas-là, on vous demandera de rembourser vos études. Pardon ? Je ne sais pas s'il se rend compte de la portée de ces mots, mais s'il décide de faire ça, c'est l'ensemble du collectif médical qui va se privatiser en quelque sorte et faire payer ses consultations à 120 euros chez le généraliste, comme c'est le cas en Angleterre. Donc faut mettre les choses dans les bonnes cases. Je veux dire, les études sont financées par l'État, parce qu'en contrepartie aussi la santé est du domaine public. Tous les Français ont accès à la santé. Et c'est pour ça que les consultations reviennent en reste à charge à 2 euros, 3,50 €, suivant les praticiens. Suivant si après ils augmentent ou pas leurs tarifs. Mais voilà, ça reste quand même un système égalitaire. Faut pas que quelqu'un s'empiffre plus dans ce juste échange, quoi. Et qui demande à certains, donc déjà c'est-à-dire qu'il y a une discrimination parmi les étudiants en santé, de rembourser parce que soi-disant ils ont une spécialité plus noble. Je trouve que c'est de faire de la discrimination de classe dans les étudiants en santé. C'est pas bien parce qu'on se bat tous pour en fait tout simplement faire le métier qu'on veut. Et en fait ça veut dire quoi ça veut dire que si tu veux faire le métier que tu veux, tu n'as pas le droit, je t'en empêche et tu vas devoir me rembourser. Donc c'est mettre en plus des bâtons dans les roues. Je pense pas qu'il va appliquer ce qu'il a dit, mais c'est très grave. Et il a fallu pas moins de 5 minutes pour que l'ensemble des médecins réagissent à ça. Donc oui, c'était très très grave. Moi je trouve qu'en plus ça peut diviser les corps de médecine, je sais pas comment on dit, mais les différentes spécialités. Les différentes spécialités, merci. Parce que qui est plus légitime, tu vois, de faire de la chirurgie esthétique ou quelqu'un qui veut être dentiste ou quelqu'un qui veut être kiné, etc., qui a le plus de mérite. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois. Ça, c'est le problème du concours. On nous demande de bachoter, d'apprendre par cœur des questions, des informations qui peut-être nous serviront jamais, mais on est sélectionné en fait sur cette difficulté. Et le premier qui a la meilleure note, félicitations. Tu peux choisir tout ce que tu veux, parce qu'en fait c'est ça le concours final, on fait un concours sur 10 000 candidats, celui qui arrive premier choisit la spécialité qu'il veut dans la ville qu'il veut, le deuxième prend ce qui reste, le troisième prend ce qui reste, etc. jusqu'à arriver au 10 millième au dernier, qui n'a plus trop de choix lui quant à la spécialité. Mais c'est injuste un petit peu, on s'est rendu compte que il y avait énormément de biais, en fait on entraînait les étudiants à devenir des super saiyans du dictionnaire, quoi. Hein. Il y a une très belle réplique dans un film, Première année, qui raconte l'histoire d'un jeune étudiant en médecine, où il dit « Dis-moi la différence entre un étudiant en droit et un étudiant en santé. » Eh ben, l'étudiant en droit, quand tu lui demandes d'apprendre le dictionnaire, il va te dire pourquoi, et l'étudiant en santé, il va te dire pour quand.
Ok, d'accord. Voilà, ça stéréotype un petit peu enfin, c'est vraiment une caricature, mais c'est vrai. En fait, on est formaté à apprendre, et à recracher le jour du concours. Et maintenant, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, ça serait sympa quand même de donner une dimension humaine au concours. Et depuis 2 ans, ils ont rajouté des oraux. Ce que je trouve est une bonne idée. Le problème, c'est qu'ils ont décidé que les oraux seraient classants. C'est-à-dire que, en gros, pour avoir le concours, il faut le valider, il faut être à plus de 10, et après, il faut être le meilleur, ce qui paraît logique. Eh bien, on a un écrit, et maintenant un oral, et le problème, c'est que l'oral compte aussi pour le classement. Le problème, c'est que vu qu'on passe tous ensemble les épreuves en même temps, dans toute la France, c'est très bien organisé, il n'y a pas de fuite au niveau des sujets, c'est tout le monde passe les mêmes épreuves en même temps. Le problème, c'est que les oraux, c'est pas un écrit, il y a des risques de fuite, il y a des risques que les professeurs notent différemment, selon les facultés. Et on s'est rendu compte avec les entraînements des oraux que oui, il y avait des différences significatives et que donc les classements étaient et allaient être biaisés. Ah, bon. Mince, ok. Là, ils ont passé là très récemment. Je pense que ça va pas faire long feu ces oraux-là, mais ça fait que 1 an que c'est mis en place ou ça plus? fait depuis 1 an. Ouais. Et le gros problème, c'est que les responsables de cette réforme ont pris l'exemple du Canada qui lui aussi faisait des oraux comme ça, sauf que le Canada, lui, ne les mettait pas en classant, mais uniquement en validant dans les épreuves du concours. Donc, voilà, en fait, c'est l'étude de cas dont ils s'inspirent, et ils n'ont pas respecté jusqu'au bout le principe. Donc bon, mais c'est une bonne idée cette orale-là parce que ça donne une dimension plus humaine à juste apprendre par cœur des pathologies, à recracher un diagnostic. C'est un oral qui est intéressant parce qu'on est mis en situation face à un patient et en fait c'est ce qu'on fait tous les jours aux urgences. Et c'est ce qu'il faut savoir faire. Mais oui, en fait c'est ce qu'il faut savoir faire. Connaître la taille d'une bactérie, bon c'est pas très intéressant, mais savoir comment la traiter, comment la diagnostiquer, ça c'est intéressant. Et aussi il y a autre chose que je voulais te demander. Toi tu veux être médecin légiste, c'est ça? Alors j'ai changé. T'as changé entre deux. J'ai un peu changé d'avis, notamment parce que j'ai fait un stage en médecine légale qui ne m'a pas trop plu. J'ai été un peu déçu par la discipline. On m'a vendu la médecine légale comme étant la médecine la plus humaniste qui était, et je pensais vraiment ça. Pour moi, c'était une discipline très noble parce qu'il y a une certaine noblesse à rendre une identité à la personne décédée. Alors peut-être pour faire un petit rappel, je sais pas, la médecine légale, est-ce que tu veux que je rappelle Oui, tu peux, tout à fait, rappeler ce que c'est, ouais, vas-y. Parce que j'ai une collègue un jour qui m'a dit mais comment ça médecine légale? Vous faites de la médecine illégale aussi? Et donc du coup, pour revenir sur la sémiologie du mot, la médecine légale, en fait, c'est une médecine législative qui va répondre au procureur de la République, typiquement lors des crimes, lors de toutes sortes de délits ou même d'une constatation de mort, tout simplement. On a besoin d'un médecin pour attester la mort, attester des coups, des blessures, mais ce n'est pas forcément lorsqu'une personne est morte, c'est aussi et beaucoup, surtout du vivant, c'est environ 2/3 du travail, et on voit énormément de profils différents. Ça peut être un combat, entre deux personnes, avec utilisation d'armes ou non. Ça peut être également des violences verbales aussi. Ça peut être des violences physiques ou malheureusement sexuelles aussi. Le spectre de la médecine légale est immense. Mais ce que j'aimais bien dans cette spécialité, c'était qu'on touchait à l'humain, au sentiment, et que donc on voyait la personne humaine dans son état le plus vulnérable possible. Et moi, c'était vraiment cette dimension que j'avais envie d'apporter, une sorte de couverture aux patients. Et c'est pour ça que pour moi, la médecine légale était la médecine la plus noble possible. Parce que même dans le cas d'une autopsie, par exemple, c'est une véritable enquête, c'est un véritable travail d'historien que de retracer les éléments qui ont permis à la conclusion de tel ou tel cas. Donc moi, j'avais vraiment une vision très holistique et très noble de la médecine légale. Maintenant, j'ai fait un stage en médecine légale et mes ambitions ont été un peu revues à la baisse. Et je trouve que ça t'allait vachement bien de faire ça, médecin légiste. Je te verrais trop faire ça de fou. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je me suis inscrit en médecine pour ça au début. Donc l'idée est restée depuis la 3e. C'était à l'époque à cause de Destination Finale. Je sais pas si tu connais les films Destination Finale. Il y a un médecin légiste qui symbolise la mort, qui est là dans les 5 films et qui rôde, qui explique aux jeunes comment s'en sortir, comment tromper la mort. Ça et Saw aussi, je dois dire, ça a été les films d'horreur qui pour moi ont fait naître. Ah ouais. Je me suis dit, si je fais médecin légiste, c'est pour des affaires comme ça. Bon, j'ai appris après que c'était du cinéma hollywoodien, mais
Voilà, l'idée, elle était là déjà à l'époque. Je voulais être dans l'enquête. Et je sais pas si tu connais la série Balthazar sur TF1. Oui, non, je crois que mes parents regardent ça. Sur un médecin légiste regardé, qui est joué par un acteur qui est super connu, très très beau d'ailleurs. Attends, je vais regarder. Vas-y, regarde. Et j'avais adoré, j'étais tombé amoureux du personnage. Ah oui, j'ai déjà regardé, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Oui, j'ai pas déjà mal, regardé. Très bonne série et du coup ça apportait c'était un peu drôle en fait de voir des gens parler comme ça de la mort, d'un sujet grave. Et heureusement, j'en ai parlé à énormément de médecins légistes et c'est vrai qu'il faut respirer, il faut être très second degré dans ce genre de métier-là parce que sinon sinon je pense que tu te tires une balle au bout de quelques années parce justement, que toi t'es solaire, t'es tout le temps dans la bonne humeur, good vibe et tout, donc c'est pour ça, moi, je trouve que ça t'aurait trop bien allé. C'est vrai. Mais bon, après il y a d'autres choix aussi, notamment l'argument financier qui fait que et des ambitions. Parce que en médecine, quand tu choisis ta spécialité, faut prendre en compte aussi le fait que ça te suivra toute ta vie. Donc il y a aussi un travail de se dire bon, voilà, faut viser large, quoi. Faut pas rester sur une première ambition. Donc j'ai fait plein de stages et là je redouble, notamment ma 5e année, parce que je veux refaire des stages avant de passer ce concours. Donc je devais le passer en octobre. Oui. Et je passerai le concours, donc non pas en octobre là, mais en octobre prochain, pour me laisser un peu plus de temps, parce que j'ai pas encore d'idée nette et précise sur ce que je veux faire. Comme je t'ai dit, médecin légiste, c'était depuis très très longtemps. Donc là, si tu veux, c'était l'année dernière que j'ai décidé que c'était mort, le médecin légiste pour moi. Donc là, ça fait 1 an que je me cherche un petit peu. Quand t'as déjà fait 5 ans de médecine, c'est un peu embêtant, parce que t'avais une idée de base, tu vois. Ouais. Et là, avant de passer le concours, je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, est-ce que je prends le risque d'aller au concours, d'avoir un classement, et au final de me dire, j'ai pas ce que je veux, sachant que c'est peut-être pas ce que je veux, ou alors, je redouble, je prends le temps de faire d'autres stages, et j'ai une idée un peu plus concrète sur ce que je veux faire quand je passe le concours. Puis aussi avec plus d'expérience, quoi. Ouais. Parce que ça passe vite, la médecine. Oui. Les 5 ans de médecine, ça passe hyper vite, hein. Ça paraît long de loin dit comme ça, je t'avoue, mais je pense que quand t'as le nez dedans, effectivement, ça passe très vite. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton fameux stage, du coup, qui t'a fait dire, bon, en fait, non, c'est pas trop pour moi, ça? Alors, déjà, l'ambiance avec l'équipe. C'est très rare que je ne m'entende pas avec des personnes. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, je vais vers les gens. Voilà, j'évite de foutre la merde, comme on dit. Je comprends totalement. Moi, je suis là et je suis de bonne humeur et voilà. Et si des gens ne m'apprécient pas, je vais pas chercher l'amitié. Sauf que quand on vient me chercher, là, c'est différent parce qu'il y a une volonté de m'attaquer. Et le problème avec ce stage, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que tout le monde me croyait hypocrite, alors que non. Et leur but premier, je pense, ça a été de me dégoûter du stage. J'essayais de faire des efforts, j'apportais des croissants, j'essayais de m'inclure à l'équipe et on me reprochait des futilités, on me reprochait de pas frapper à la porte alors que y avait aucun patient dans la pièce, on me reproche parfois de parler trop fort alors que je n'ai même pas parlé, ça c'est dingue. Et mon compte rendu de fin de stage a été, moi j'ai fini en larmes. Et en fait, il y a une psychologue qui m'a dit mot pour mot, avant de t'occuper des problèmes des autres, tu ferais mieux de t'occuper des tiens. En parlant de problèmes de santé mentale. Faut savoir que c'était un stage de médecine légale. Okay. Je suis externe en 4e année, donc je m'attends non pas à faire de la clinique, en médecine légale, tu sais, c'est quand même très tendu l'ambiance. C'est par exemple des femmes qui vont arriver suite à des violences sexuelles et il faut faire les premiers examens. C'est délicat. C'est très délicat. Mais je m'attends pas à faire ce genre d'examen. Moi, je suis externe, je suis là pour apprendre. Donc j'ai ma chaise dans le coin de la pièce et j'écoute. Je prends des notes. Quand je prends trop de notes, on me dit tu poses pas assez de questions. Et quand je pose trop de questions, on me dit tu parles trop. Et en fait, ce qui m'a fait le plus de peine, c'était que pour moi, la médecine légale, c'est la spécialité pas des solutions, mais des réponses. C'est là où les familles endeuillées viennent chercher les réponses, pourquoi leur fils est décédé, quelles sont les circonstances qui ont amené à cet accident. En fait, c'est de l'expertise médicale. Et déjà de 1, c'est pas du tout la vision de la médecine légale qu'ils m'ont donnée. Quand je leur demandais de me dire pourquoi ils avaient choisi médecine légale, la plupart du temps c'était j'ai raté mon concours, je voulais pas ça. Ils avaient donc pas envie légal. Non. Et pas très pédagogue, on me reproche de pas avoir posé assez de questions, mais j'avais pas non plus envie qu'on me donne les réponses à ces questions parce que je sentais que la pédagogie n'était pas là. Je sentais que c'était embarrassant.
Donc... Que t'allais les embêter, ça les saoulait. Moi, on m'a clairement dit, t'as un bureau, le bureau de l'interne, tant qu'elle est pas là, tu restes là. Et si on t'appelle pour venir aux entretiens, tout ça, bah tu viens avec nous. D'accord, ok, très bien. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai demandé à une psychologue, est-ce que je peux venir avec toi à un entretien? Elle m'a dit oui, pas de souci. 2 minutes plus tard, elle était dans le bureau avec la patiente, elle n'était pas revenue me chercher. Voilà, et quand je frappe, elle me dit, ah, mais attends, mais là, il y a la patiente, du coup, tu comprends? Bah oui, mais moi, je suis étudiant, je suis là pour... Ok. En fait, c'était une suite d'enchaînements comme ça qui a fait que le jour du compte-rendu de stage, j'avais les 2 psychologues, l'interne, le chef de service, le médecin, face à moi, qui m'ont bombardé de questions sur la médecine légale, que je répondais faux, que je répondais bon. Mais en fait, pour eux, le jugement était fait. J'étais un hypocrite. J'avais donné une fausse image de moi pendant le stage. Et ils m'ont dit qu'ils me valideraient le stage quand même. Mais moi, je n'ai pas compris. C'est eux les hypocrites. Ils auraient dû m'invalider le stage. Et j'aurais très bien compris. Parce que eux, visiblement, eux soutenaient plutôt cette proposition-là. Mais ça montre bien qu'en fait, c'était pas une question de valider ou pas le stage. C'était une question de me pousser à bout. Et j'ai eu cette confirmation-là, parce qu'après le compte-rendu de stage, je me suis isolé dans ce qu'on appelle, en fait, une salle où, tu sais, il y a une vitre. Tu peux voir à travers, mais le patient, quand il est de l'autre côté, il peut pas te voir. Ah, d'accord, vous C'est une salle ça. qu'on utilise pour faire les examens, notamment d'enfants, qui ont été touchés ou qui ont subi des violences sexuelles. Okay. Et la police, située de l'autre côté, est là pour recueillir les informations en temps réel. Donc moi, je m'isole dans cette petite salle-là, je pleure. La psychologue revient me voir dans la salle et elle m'en remet une couche. Ah putain. Oui. Ouais, ok. Elle me dit, je sais que tu vas nous détester, mais c'est vrai, bam bam, elle m'en remet une couche. Putain, la paix, meuf. Genre, calme-toi. Elle voyait que j'étais en larmes, j'essayais de me retenir, je pleurais, mais j'étais à bout, je voulais juste partir de cet hôpital. Quand même, hein. Oui, sachant qu'ils ont vu que j'étais à 2 doigts de craquer déjà dans le bureau, je me retenais dans le bureau, j'ai pleuré après, là qu'elle revienne et qu'elle me remette une couche, mais je trouvais que c'était la plus honnête de toutes les psychologues, en tout cas, qui m'ont mis la pâtée. Elle m'a dit, moi, au moins, j'ai l'audace de venir te dire ce qui va pas. Et pour le coup, je pourrais pas dire qu'elle était pas honnête, mais elle m'a poussé à bout. Et tu vois, pour moi, je m'en rendais pas compte, mais c'est clairement des violences de stage. Hein. Ouais. C'est clairement ce que vivent plein d'étudiants en médecine pendant leur stage, parce qu'on va leur dire, vous n'avez pas de légitimité, donc taisez-vous. Mais à côté de ça, on va leur dire, bah tu poses pas beaucoup de questions, ça t'intéresse pas d'être là. Et puis un stage non validé ou des propos qui se parlent de toi dans les hôpitaux, c'est pas forcément une bonne image, parce qu'après les praticiens ils parlent entre eux. Et certains peuvent avoir une mauvaise image, une image erronée. Vicieux. C'est un cercle vicieux. Et en fait, je trouve ça un peu dommage que à la fois il n'ait pas vu la sincérité de mes propos et de mes gestes, et aussi dommage parce que je pense qu'ils ont loupé l'occasion de former un brillant étudiant. Je suis d'accord, j'ai peut-être pas été le meilleur de leurs stagiaires. Hein. Je dis pas que j'ai été le meilleur, oula, non, loin de moi l'idée. Mais je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans un stage qui se passe mal comme ça. Et puis, je le vis quand même très mal qu'on me prenne pour quelqu'un de mauvais. C'est pour ça que sachant que t'as fait ton maximum pour t'adapter en plus. Un jour, j'amène des croissants pour me faire pardonner d'une fois où j'avais fait une maladresse avec une patiente où j'étais en consultation et j'ai posé une question à la patiente directement. Et le médecin m'a réprimandé. Après, il m'a dit, d'abord pose-la nous et après, nous, on la posera si c'est pertinent, mais toi, ne dis rien. Et je comprenais, c'était légitime, là je m'étais emporté, c'est vrai que faut que je revienne à mon rôle d'externe. Donc je me dis le lendemain, je vais leur apporter le petit déjeuner, comme ça on repart sur des bonnes bases. Il est 8h, le service ouvre à 9h. Les premiers patients arrivent vers 9h30 ou 9h, après ils peuvent arriver plus tôt, mais les médecins sont pas là, tu sais, les médecins ils arrivent plus vers 9h, 9h30, voire 10h. Donc le premier patient arrive, mais ils sont dans la salle d'attente. Je vais voir le bureau des secrétaires, il y a personne normalement, et il y a une salle de pause juste à côté. J'ouvre la porte du bureau de secrétaire et il y avait bien donc les secrétaires et les psychologues qui étaient à leur bureau qui parlaient normal. Et on m'agresse, on me dit attends mais tu n'as pas frappé à la porte, c'est inadmissible, ressors. J'avais les bras chargés de viennoiserie. Et donc du coup je fais d'accord, donc je ressors, je n'ose pas refrapper, je vais dans la salle de pause, elles reviennent me voir et elles me disent non mais c'est inadmissible, j'espère que quand tu vas voir des patients dans leur chambre tu frappes à la porte avant d'entrer. Il est 8h du matin, j'ai pas encore pris mon premier café, excuse-moi si j'ai pas frappé. Non mais tu vois, c'était ça à peu près tous les jours. Ah c'est horrible. Genre vraiment ce genre de situation, je m'y vois là. Enfin je te vois, c'est horrible. Une fois on devait être appelé, je me lâche, je raconte. Parce qu'il y en a plein, je te jure. Putain c'est dommage, j'ai pas ramené mon cahier où j'ai tout noté.
Mais j'ai tout noté, je leur en voulais tellement. Ah non, mais vas-y, balance. On devait être appelé pour une levée de corps. Donc une levée de corps, en fait, c'est les policiers qui sont sur place. Ils découvrent malheureusement le corps d'une femme ou d'un homme. Ils appellent le médecin légiste. Voilà, docteur, on a besoin que vous veniez pour attester la mort de cette personne sur son domicile. C'est pas un corps que vous levez simplement. Moi, je pensais. Mais tu sais que, alors, je m'avance un petit peu. Mais la levée de corps, c'est pas logique, c'est pas illogique de penser ce que tu dis parce que, en fait, quand on meurt, on a ce qu'on appelle des lividités. Ouais. C'est des marques rouges qui se déposent de façon à respecter la gravité. Si t'es allongé en mourant, tu vas en avoir que sur le dos, sur le côté postérieur des cuisses. Exactement. Si tu meurs pendu, théoriquement, bon déjà tu vas en avoir au niveau de la zone de compression et le bas, parce que le sang va retomber. Oui. Voilà. Donc c'est intéressant de faire une levée de corps, parce que comme ça tu peux voir comment le mec est mort. Par exemple, si le mec est mort allongé, et qu'on le retrouve, je sais pas moi, sur le ventre. Bon bah ça colle pas avec les lividités, donc ça veut dire que quelqu'un l'a déplacé, tu vois. Là il y a déjà un problème. Voilà. Donc tu vois, lever de corps, ça vient peut-être de là. Tiens, on vérifie comment il est mort, on lève le corps. Bon. Merci pour l'anecdote. Trop cool. Et donc on est appelé à 13h30 et le médecin me dit, écoute, on va pas tarder, on avait très très faim. Et il me dit, bon, mange en vitesse et on y va après. Je mange et là, une envie pressante d'aller aux toilettes. Et du coup, je dis, bon bah, je vais aux toilettes et je préviens la psychologue, je lui dis, j'en ai pour 5 minutes, ma chambre étudiante était juste en face du service, je me dépêche, je suis là dans 15 minutes max. Elle n'avait pas passé le message. Du coup, le médecin m'a attendu, il me fait, mais très gentil le médecin, il m'avait fait, oh bah, je t'ai attendu 10 minutes, t'étais où? Vraiment pas en colère, tu vois? Je fais, bah, j'avais dit que je m'absentais aux toilettes et tout, me fait, ah bah d'accord, mais non, je savais pas. Tu vois? Oh merde! Pourquoi elle a pas passé le message? Alors que plein de trucs comme ça, plein de trucs. Et à un moment, j'étais tellement gêné que j'osais pas manger avec elle un midi. Je me suis installé à la table à côté. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais pourquoi tu manges pas avec nous? Dans ma tête, je pensais, mais j'ai pas envie. Mais j'y suis allé quand même. Je me suis assise à côté d'elle. Parce que tu n'as pas le choix en fait. Et je me suis dit, mais à tout moment, elles vont balancer ça au maître de stage. Ils vont dire, pas manger avec nous ce midi. Non mais tu vois. Mais franchement, elles auraient été capables en vrai. C'était vraiment un super stage. Putain, merde. Et il t'est déjà arrivé des anecdotes un petit peu drôles ou un peu des choses un peu incroyables qui t'est arrivé, je sais pas moi, un accouchement qui s'est passé un peu bizarrement. Alors, est-ce que tu connais la maladie des os de verre? C'est dans le nom. Des os de verre, oui, j'ai mon papa qui a une spondylarthrite ankylosante. Ouais, je sais, j'ai vu d'ailleurs ce podcast-là. Tous les podcasts médicaux, j'ai fait une sélection, la sleeve, les Mickey, bah ouais, évidemment. D'ailleurs, il va y avoir la maladie de Lyme qui arrive bientôt aussi. J'ai une amie qui a ça. Mais écoute, j'ai été impressionné par la fluidité avec laquelle ton père parle de sa maladie. C'est les patients qui vivent leur maladie, qui sont au courant de mieux que le médecin. Des fois, il dit que c'est un peu mal pris par son docteur quand il en parle. Et tu veux que je te dise, moi quand j'ai des patients comme ça, j'ai des chocottes. Parce que moi, je dois connaître mon chapitre sur le bout des doigts. Et quand t'as le patient qui fait, bah non, c'est pas la première thérapie, ça c'est la seconde ligne. Ah bah oui, vous avez raison, pardon. Autant pour moi. C'est les INS d'abord, en effet. Oui, tu te sens con quoi. Mais c'est bien, je préfère des patients comme ça qui sont au courant du fait de leur maladie. Ouais, mais ça peut être un peu chiant parfois. Ah oui, du coup. Mais c'est normal, c'est humain, tu veux savoir ce que t'as, tu veux... un maximum, tu vois. Mais j'ai bien aimé le podcast avec ton père, du coup, parce que, du coup, puis il explique bien, hein, la spondylarthrite axiale, la périphérique, les complications évolutives, franchement. Ah ouais, non, il est chaud là-dessus. Et du coup, la maladie des os de verre, tu disais? Alors, j'avais un patient qui arrive aux urgences pour chute. 35 ans, par là. Donc, 35 ans, chute. Tu t'attends à voir un traumatisme... j'ai envie de dire mineur, tu vois. Quand tu chutes à 35 ans, généralement, tu te fais pas mal. Si t'es mal retombé, tu vas avoir une plaie du scalp, tu peux te faire une mauvaise fracture du poignet, tu vois. Il arrive et on nous sort fracture du fémur. Ok. Fémur, c'est l'os le plus résistant de l'organisme. C'est celui qui est là dans tes cuisses, là, c'est l'os le plus puissant. Donc, je dis une connerie, non, c'est les vertèbres. Mais en gros, en termes de muscles, d'os, au niveau de la jambe. Voilà, oui, c'est le plus résistant. Donc, pour le briser à 35 ans, faut vraiment y aller, quoi. Oui, il y a un problème, quoi. Et donc, il arrive, et ce mec-là, déjà, était très calme. Il avait mal, mais il était très calme. Quand tu te pètes le col du fémur, ça fait très très mal. Alors, généralement, t'es pas... nickel. Puis il arrive, il nous dit, écoutez, j'ai une maladie des os de verre. Je me suis pété 7 fois celui-là, 4 fois l'autre.
Non, il me l'a dit comme ça, hein. Donc moi, il y avait rien de marqué. Il était calme, en détente. Il était très calme. Oh putain. Et il me dit, voilà ce qui marche comme traitement pour moi, pour calmer la douleur. Vous inquiétez pas, je suis habitué. Et alors il est arrivé dans une coquille, tu sais, c'est les coquilles dures, pour pas que les gens bougent. Oui. Donc il pouvait pas bouger, lui il était saucissonné dans ce plaid dur. Et il était là en mode, ça m'a fait rire parce qu'il était, oui, je connais, moi j'ai cassé 7 fois celui-là, 4 fois l'autre. Donc, moi, il me faut de la morphine, vous allez me passer de l'Acupan, puis vous allez appeler les chires pour que, ils me connaissent. Donc, c'était très drôle. Et il m'a raconté, oui, j'ai tout cassé, j'ai cassé clavicule, j'ai cassé, wow. Bah, c'est une maladie qui est embêtante parce que déjà c'est chronique, c'est, en fait un défaut de consolidité t'as les os beaucoup plus fragiles, ils sont beaucoup plus poreux, donc l'architecture des os à l'intérieur, si tu veux, au lieu d'avoir plein de mailles qui sont très résistantes, bah t'en as moins, donc évidemment bah ça se pète plus facilement quoi. Et c'est très embêtant parce que bah pas de traitement, c'est une maladie génétique, donc génétique, mais enfin oui, héréditaire, et t'as plusieurs, en fait t'as des formes dominantes, t'as des formes récessives, t'as plusieurs. On dit que c'est une maladie variable en fait. C'est un spectre variable. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins agressives. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Mais quand tu l'as, bon, voilà, tous tes os sont fragiles. Mais après, t'en as qui vont fracturer beaucoup plus souvent et beaucoup plus sévèrement. Des os beaucoup plus, bah là, typiquement, tu vois, ce mec-là, il avait une forme très agressive, quoi. Parce que, enfin, lui, il nous disait, c'était dès sa plus jeune enfance qu'il commençait à péter, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et comment ça s'est fini au final Bah j'ai pas la suite de la prise en charge parce que moi j'étais aux urgences. Donc moi tu sais, je les vois quand ils arrivent. Tu fais les premiers examens et puis après dès que tu peux relayer à le mec qui va l'opérer, le mec qui va... pas forcément la suite après. Ouais, non. Bah après c'est mes autres collègues qui eux sont dans les autres services et eux du coup bah ils voient, enfin quand t'es externe t'enchaînes les stages, du coup ça dépend dans quel stage t'es, mais tu vois par exemple l'externe qui était en stage d'orthopédie, bah lui il arrive au moment où le mec a déjà été vu par moi, par l'interne des urgences et le médecin des urgences. Et du coup ensuite c'est une prise en charge qui se fait comme ça. Puis après t'as l'anesthésiste, puis après et puis etc. Je suis étonnée à chaque fois comment c'est bien ficelé les urgences. Enfin quand tu tombes dans un bon hôpital, c'est quand même bien ficelé. Genre tout le monde te prend en charge, ensuite tu passes la telle personne. Je trouve ça bien fait. Moi j'ai eu la chance, le privilège de vivre l'expérience du patient. Première loge, merde. Oui, c'est vrai. Et quand on m'a demandé dans l'ambulance, vous voulez aller à la clinique Saint-Martin ou au CHU de Caen, je leur ai dit on va au CHU. On va chez les copains. Moi je me suis dit c'est l'occasion d'un dîner presque parfait, tu vois. Pour l'ambiance des urgences, je mets un 7. Pour l'anesthésiste, je mets un 8. Tu vois? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire de ta jambe? Oui, oui. Tant qu'on y est. J'en profite pour te montrer du coup là. Oh putain, oui, la belle cicatrice. Wow. Là en externe et là en interne. Très très jolie. Très jolie. Donc j'étais en pleine escalade à Caen. Je sais pas si tu vois la salle. Oui, voilà. À Climb Up au Rive de l'Orne. Au Rive de l'Orne, ouais. Ouais, voilà, je me suis pris un abonnement en. Ça me fait rire d'en reparler. En mars. J'ai pris un abonnement en fait parce que. D'une année, du coup. Ouais. Vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires, c'est pas grave. J'ai pris donc un abonnement. Non, de 6 mois. De 6 mois. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Franchement, tu t'es rattrapé. Et j'arrive. Je faisais déjà de l'escalade au semestre 1, en septembre, avec le SUAPS. J'adore l'escalade, sauf que je fais de l'escalade attachée. Tu sais, avec une corde, avec quelqu'un qui assure, un assureur en bas. Et là, je découvre le bloc. Le bloc, c'est de l'escalade sur 3-4 mètres maximum. Max. Et tu fais un petit parcours suivant la piste. T'as des pistes simples, souvent c'est les jaunes, les vertes. T'as des pistes très compliquées. Moi, je suis plutôt là, ouais, jaune, verte, ça c'est ma cam. J'aurais dû en rester là, tu vois, moi aussi. J'aurais dû, parce que j'étais très fort. Et puis, je me tente les bleus. Et ce jour-là, déjà, je ne respecte... Elles sont sournoises, les bleus, faut se méfier. Ça, c'était la bleue quand t'attrapes comme ça, là. Sur les côtés, là, où t'es tordu de partout, là. Super, ça devrait être interdit, ça. Et donc déjà, je suis fatigué parce que j'avais fait 1 heure d'escalade et j'ai envie de finir cette bleue-là. Donc je la remonte, je suis à 2 doigts d'arriver au bout, je tombe une première fois. Et déjà, à cette chute-là, je me suis dit, bon, là... Tu t'étais fait mal un peu? Non, je me suis pas fait mal, mais tu vois, le corps, il m'a envoyé un message en mode, là, tente pas.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, déjà, t'avais une petite... Une intuition. Une intuition. Ça, je m'en souviendrai toujours. J'avais l'intuition de me dire, faut que j'arrête. Je refais une jaune. Bon, jaune, je la sèche une seconde, tu vois. Easy. Confiance. Exactement. Et je me dis, je retente la bleue. Allez, je me la donne. J'arrive vraiment à 2 cm du truc là, de la dernière prise. Ah, putain, je mets ma première main et je glisse. Donc bon, je me dis, je tombe. Enfin, normal, tu vois, l'escalade. Sauf que je tombe en tournant. En toupie, quoi. Ouais. Et du coup, en tournant, je me rattrape sur une jambe. Ok. Cette jambe-là. Et elle tourne avec le reste du corps. Et du coup, ça a fait crack. Ah putain, parce que j'allais dire, quand même en escalade, ils prévoient quand même des gros matelas par terre et quand tu tombes, ça va. Mon erreur, ça a pas été de retomber sur les fesses, tu vois. Oui, comme ils disent. Ouais, voilà, j'aurais dû retomber parce que en fait, je suis tombé de quand même le plus haut. Enfin, c'était en haut du mur, quoi. C'était vraiment le top du mur. Ouais. Donc, et je suis retombé à haute énergie, rapidement et en tournant. Donc, tu regagnes de l'énergie en tournant. Ouais. Et sur une jambe, je me suis rattrapé. Enfin. Sur les deux, mais une a pris le choc en premier, tu vois, le pied droit, et à tourner. Enfin, du coup, là, j'ai entendu le crack immédiatement. Ah, t'as entendu un crack? J'ai entendu crack. Et sauf que moi, au début, je pensais que c'était pas l'os. Moi, je pensais que c'était une entorse très très vénère. J'ai cru que, je m'étais foulé un truc, mais. Ouais. Et là, je me vois que je peux pas me lever. Je vois que je suis en sueur. Et là, en fait, en une seconde, je comprends que c'est brisé. Ah ouais, t'as capté direct? Oh oui, j'ai dit, ok, c'est bon, allez, aux urgences. Et donc, je suis allongé sur le tapis d'escalade. Et là, je me dis, comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un va venir me chercher? T'étais venu avec un pote ou pas? T'étais seul? Oh non! Et du coup, je me suis dit, comment ça se passe du coup? Est-ce que des gens vont venir m'aider? Est-ce que je peux me débrouiller? Et donc, les gens t'ont vu tomber, non? Les gens m'ont vu tomber. Il y a un mec qui est venu, hyper mignon d'ailleurs. Il est venu me voir, il me fait, on va appeler les secours et tout. Il y a une fille qui m'a surélevé la jambe déjà. J'avais un peu mal, mais sur le coup, je voyais pas trop. Et je lui demande comment c'est, c'est de quelle couleur, est-ce qu'on voit l'os? J'avais peur, tu vois. T'as même pas regardé, genre, t'as même pas checké. Ah non, j'étais en... Non. Non, je ne veux pas assister à ça. Et du coup, elle me fait, t'aimes bien les violettes? Et du coup, j'étais en mode, non, plus maintenant. Plus trop, non. Et je regarde, et en fait, je vois que c'est pas choquant. Je regarde, j'avais vraiment peur. Là, c'était pas sorti, t'as vu? C'était pas sorti, il y avait un bleu, tu vois, il y avait un hématome, enfin plus un hématome qu'un bleu, c'était un hématome, mais c'était pas choquant, tu vois, il y avait pas de grosses déformations sur le coup, du coup je me dis, ça va. Pompier arrive, je douille pas non plus, mais 15 minutes plus tard, quand j'arrive aux urgences, en fait, là, la douleur commence à vraiment être lancinante, et je me dis, je vais être opéré, c'est sûr. Je prie pour que les radios montrent qu'il n'y ait pas de fracture. Mais je le sens, j'ai entendu le crack, j'ai été bien audible, mais pas de souci, c'était bien un crack. Et en effet, voilà, fracture, c'est tombé très rapidement le diagnostic. Mais là où... Fracture de quoi du coup? Fracture, alors, des 2 petites boules qu'on sent sur la cheville, donc des malléoles. C'est les reliefs à l'intérieur ici du tibia et à l'extérieur ici du péroné, qu'on appelle la fibula aussi, je sais pas. Bon. Et donc du coup, en fait, la boule de cet os-là est partie et en plus s'est mise sur le côté, en fait, manger la place du tibia. C'est-à-dire qu'en plus d'être cassée, elle s'était mise là. Donc il a fallu me la déluxer, parce qu'elle s'était luxée. Et alors ici, le chirurgien m'a dit à l'intérieur que c'était très atypique parce qu'en fait, ma malléole s'était pas cassée en 1, ni en 2, mais en 3 morceaux. Oh putain. Alors là, il m'a dit, franchement, c'est très atypique. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais moi en cours, je l'ai pas vu celle-là, quoi. Genre ça se brise souvent en 2 parties, mais jamais en plusieurs morceaux. Souvent en 1, en 2, mais il m'a dit, en 3, c'est atypique, mais c'est pas non plus, il en avait pas jamais vu, tu vois, mais il m'a dit, on n'en voit pas souvent, quoi. Et du coup, comment il a fait pour te remettre bien? Alors du coup, pour ici, vu qu'il y avait 3 petits morceaux, il a pris des espèces de sardines de camping, tu sais, pour les tentes. Non, c'est pas ça, mais... Ah oui. Non, mais tu parles pour imaginer la chose. Le terme technique, c'est un haubanage. Ils ont fait des haubanages avec des broches, en fait, tout simplement. Et ils ont pris les 3 bouts. Et après, avec un fil de cuivre ou de je sais pas quel matériau, ils les ont attachés ensemble pour que les 3 sardines de camping ne bougent pas, quoi. Ok. Et après, ils les retirent à la fin. Alors, ça ici, ils vont jamais le retirer. Ah ouais? Les broches, non. Parce que, tu sais, pour les retirer, il faudrait enlever la broche, quoi. Oui. Donc,
Plus de risques. Par contre, ce qu'ils ont mis ici ils m'ont mis une plaque qu'on sent très bien, avec 9 vis. Ok, je peux toucher ou pas? Oui, vas-y. Alors, on la sent bien ici, normalement. Là, tu vois, c'est du métal, là. Ah ok, c'est du métal ici. Oui, c'est bien dur. On voit que le relief ici est un peu... c'est un peu différent comparé à... Attends, regarde mon autre cheville, parce que là... Moi, ça me fascine. La différence que t'as entre ici, là, et l'autre, là. Et donc, du coup, ça, par contre, la plaque, avec les 9 vis, ils pourront peut-être me les enlever. Ça dépend de si ça gêne vraiment les patients ou pas. Mais moi, ça me fait... regarde, hop. En vrai, pas de limitation dans mes mouvements. Non, ça va. Non, donc... on verra, mais il y a encore un peu d'œdème, un peu d'eau, ça va mettre encore un peu de temps à partir. Mais ils m'ont dit, si dans 1 an ou 2, ça te gêne pas, plus que ça, tu les gardes à vie, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que pour l'enlever, il faut refaire une chirurgie, faut re-endormir, faut re-anesthésier. Et l'anesthésie, c'est pas rien quand même pour le corps. Donc voilà, si on peut s'en passer, on laisse, parce qu'il n'y a aucun danger, c'est du titane, ça ne bip pas à l'aéroport. Donc voilà, moi c'était ma première question, j'ai dit, est-ce que je vais te biper à l'aéroport ou comment ça se passe? Ils m'ont dit non. Ça va. Et juste après ils m'ont dit, mais d'ailleurs c'est dans tes cours, tu devrais le savoir. Et j'étais en train, mais même là, je ne suis pas tranquille, quoi. Je te jure, pendant pas pendant l'opération bien sûr, mais juste avant, je l'avais dit en fait aux urgences, j'ai dit, je suis externe en médecine. Et là, ils m'ont tous dit, on va se dépêcher. La chef des urgences est venue, elle m'a examiné, elle m'a dit, ah mais oui, je me souviens de toi, t'avais fait les sutures l'année dernière aux urgences. Elle m'a prescrit la radio directement, la morphine, elle a été très rapide. Ils m'ont fait la manœuvre pour remettre le péroné dans le bon axe très rapidement. Et pour ça, pour faire la manœuvre, ce qu'on appelle de l'arrache-botte, pour remettre le péroné en place, ils sont obligés de me mettre un cocktail de drogue très puissant. Ouais. J'avais jamais fait ça avant. Waouh. En fait, c'est quoi? C'est Alors, il y a 2 choses l'une. T'as ou alors ce qu'on utilise pour l'épaule quand elle est luxée, un gaz hilarant. C'est autre chose, moi, qui m'ont mis. C'est de la kétamine. Ah, c'est de la kétamine? Moi, alors, au début, ils m'ont dit, pour te faire la manœuvre, on va juste te la faire comme ça. On te laisse la morphine et on te la fait. Et je fais, les gars, ça va pas être possible, là. Parce que la morphine, ça me fait rien. Il va falloir me mettre un truc beaucoup plus puissant si vous voulez toucher le bout du doigt. Toucher. Ouais. Donc, du coup, il se fait, bon, ok, on va te passer la kétamine et le cocktail, le protocole spécial, quoi. Ok. Et au moment où elle me dit bonne nuit, elle passe la kétamine. Oh, et là, j'étais en transe. La première fois. C'est quoi ce que t'as fait? Pardon. C'est quoi? Ça t'a fait quoi en fait? En fait, au début, j'étais calme au début. J'étais bon. Alors là, vous allez donc faire la manœuvre, ok. Bonne nuit. On t'injecte la kétamine. Et là, j'ai commencé à être très léger, très détendu. Puis à voir je parle comme ça. J'avais ce souvenir là. Ça a duré 2 secondes la manœuvre. J'ai eu un peu mal. J'ai souvenir quand même d'avoir mal malgré la kétamine. Quand même senti. Ouais, j'ai senti qu'on me. Mais alors, je senti comme un mec au PMU qu'on pince quoi. Voilà. Donc c'était pas très. Non. C'était pas non plus le niveau de vigilance maximal. Ouais. Et juste après, j'appelle mon père. Je fais, ils m'ont passé la kétamine. C'est bon. Je vais me faire opérer. Et après, j'appelle ma mère. Pareil. Et donc, à ce moment-là, j'étais en sauve, c'est-à-dire le secteur urgence où t'as les plus gros blessés graves. Et c'est là aussi qu'on fait les manœuvres comme ça, parce que faut utiliser des drogues qu'il y a que dans ce secteur-là. Et donc, du coup, moi, je voyais des gens arriver, enfin, les urgences se remplissaient, et moi, j'étais là. Ah oui, prends une kétamine, là, je vais me faire opérer. Et alors, par contre, incroyable, 20 minutes plus tard, plus rien. J'étais en mode, putain, la honte. J'étais là devant mes collègues, hein, parce que je connaissais plein d'externes qui passaient. J'avais un pote à moi, Hugo, qui était là, il passait. Je savais, il m'a vu sous kétamine. La honte. Mais ça devait être trop drôle. Oh là là. Et j'ai dit aux autres externes, parce que comme dans chaque secteur des urgences, il y avait des externes en sauve, et du coup, je les connaissais pas forcément. Je dis, mais me jugez pas si j'ai des trucs bizarres pendant. Ouais, non mais ils savent, hein, de toute façon. C'était une belle expérience en tout cas. Et puis voilà, moi je trouve ça important, tu vois, d'avoir choisi d'aller au CHU plutôt qu'à Saint-Martin, parce que moi je suis pas hypocrite, tu vois, je crois au service public français. Et je vais pas aller en clinique quand je peux aller au CHU, tu vois. Surtout que le CHU, je trouve que quand même il a une bonne réputation, franchement. Oui, franchement, à Caen, on a... De ce que j'ai entendu des canets, genre ils hésitent pas à aller au CHU, quoi. Non, et puis là d'ailleurs, il se reconstruit, il se fait une nouvelle beauté. Oui, ça y est, ça va être canon ce qu'ils vont faire. Ça va être canon, ça va ramener aussi une dynamique très attractive d'avoir un nouvel hôpital pour les autres étudiants de médecine de France, de venir à Caen. Ouais. C'est un argument en plus. Et puis il faut dire aussi qu'on a la chance d'avoir d'excellents praticiens, d'excellents professeurs à Caen aussi. Et oui, un système
bureaucratique, parce que à l'hôpital, en fait, on dit qu'il y a deux forces. On a la force bureaucratique, c'est les directeurs d'hôpitaux, et il y a moi ce que j'appelle la force pas hiérarchique, non, j'ai oublié le terme, en gros les médecins, voilà. Parce que les médecins sont pas les directeurs des hôpitaux, c'est deux entités différentes. Donc en fait, c'est une forme de compromis entre le directeur d'hôpital et les chefs de service qui fait que l'hôpital tourne. Et en tout cas, quand on a une dynamique entre les forces bureaucratiques et les forces médicales qui est respectée, qui est très équitable et qui va dans les deux sens. Donc les directeurs vont pas taper sur la tête des médecins et les médecins vont pas taper sur la tête des directeurs. Donc ça c'est cool, ça permet d'avancer, ça permet de faire des projets, notamment le projet du nouvel hôpital. Et c'est bien de voir que on a des établissements publics qui arrivent à s'en sortir, même si je sais que c'est pénible le travail, notamment des infirmières à l'hôpital. J'étais aux urgences pendant 2 mois l'année dernière, j'ai bien vu tout ce qu'elles font. C'est un travail de dingue. Et je parle des infirmières, mais je pourrais parler aussi des aides-soignants, des secrétaires, des brancardiers. Je veux dire, le brancardier qui m'a transporté avec la patte cassée. Chaque fois que je le voyais, il me disait bon courage. Mais oui, c'était trop mignon. C'était trop mimes. Moi, j'ai un souvenir, il y a quelques mois, je me suis fait arracher les dents de sagesse et j'ai eu le droit à un brancardier hyper souriant qui me demandait ça va et tout, me faisait des petites blagues et tout. Et moi, j'avais trop peur de l'anesthésie générale parce que je me disais mais merde, comment ça va se passer? En plus, je savais qu'on allait... Ouais, que je sais qu'on va mettre un tuyau dans la gorge, mais j'ai pas envie qu'on me le mette avant l'anesthésie, tu vois, je veux après. Mais ils ont dit mais bien sûr, on vous le met après, y a pas de souci, quoi, genre, voilà. Et du coup, on m'a injecté le produit. Et ça a été hyper vite, par contre, je suis choquée. Genre, petit pétillement dans le cerveau et tout. Et après, je me suis endormie. Et 2 secondes après, hop, je me réveille. Mais ce que t'as dit par rapport au tuyau dans la bouche, j'ai une anecdote. Parce que en cardiologie, une fois, on était en train de faire une échographie transœsophagienne. Ça veut dire qu'on met la sonde d'échographie dans la gorge. Ok. Et on le fait pour vérifier, généralement, qu'il n'y ait pas de caillot sanguin dans le cœur. Ouais. Parce que s'il y a un caillot dans le cœur, il y a un risque qu'il parte dans la circulation et qu'il fasse un AVC dans le cerveau. Donc on fait l'échographie transœsophagienne dans l'œsophage. Donc t'as le praticien, le médecin, qui mettait la sonde donc, dans la bouche. Donc faut faire attention aux dents de la personne. Ouais. Donc ça c'est ma grosse phobie. Et donc il regarde sur l'écran, voilà, s'il voit un caillot sanguin dans le cœur. Oui. Donc voilà, là t'as donc la manche, t'avais la machine d'échographie, avec le fil qui passait derrière, et là donc t'avais l'écran et il regardait. Et puis à un moment il laisse la sonde, je sais pas pourquoi, il fait attends je vais prendre un truc, sauf que en partant, il amène avec lui le fil de la machine. Donc ça tire sur la sonde, et là, paf! Oh putain! La sonde sort de la gorge, et elle s'éclate par terre. Oh! Et là, je m'en suis voulu, parce que si tu veux tout savoir, moi j'avais vu la scène, je voyais qu'il partait avec le fil, mais j'ai rien osé dire, parce que je me suis dit c'est le médecin, il sait ce qu'il fait, moi je suis externe, c'était mon premier stage, donc je me suis dit je vais pas dire attention genre au fil, t'en prendre plein la gueule. Je me suis dit il sait ce qu'il fait, c'est le médecin, pourquoi il va, et du coup en fait il a pas fait exprès, mais en partant il a amené le fil, la sonde sort de la gorge, se fracasse par terre, et là ils ont tous couru vers le patient, ils ont fait les dents, et en fait Pourquoi en fait? Bah parce qu'il y a un risque qu'il se pète une dent, oui. Et ensuite vu qu'il était comme ça, que la dent elle tombe dans la gorge, qu'elle finisse dans les poumons, qu'elle finisse dans la trachée, tu vois. Merde. Et oui, donc c'est pour ça. Donc là ils sont tous, et puis mais de manière aussi médico-légale. Ça a dû être bien arraché genre. Et de manière médico-légale aussi. Bah, si tu casses une dent à une patient après une échographie, quand il va se réveiller, il va se dire bah attendez. T'es pas de ma gueule là. Il manque 4 dents. Comment ça se fait? Donc au niveau de la loi, on est obligé aussi de vérifier, tu vois, on peut pas juste dire oh bah OK. Donc du coup, ils vérifient tout, qu'il n'y ait pas de dents, qu'il n'y ait pas de saignement, tout ça, et heureusement, il y avait rien. Mais je te jure d'avoir vu cette scène, je me suis dit parce que j'avais déjà fait une anesthésie générale dans le passé, donc j'avais eu comme toi le tuyau dans la gorge pour respirer, et je me suis dit ça fait réfléchir. Je me suis dit écoute, parce que pour te mettre le tuyau dans la gorge, tu sais ce qu'ils utilisent? C'est un laryngoscope. Je sais pas si t'as déjà vu. Je sais. C'est un crochet énorme. Oui. Et il te plaque comme ça pour enfoncer le tuyau. Donc je me suis dit, non. Imagine, il rappe sur tes dents, clac, il t'emmène la mâchoire, c'est non. Mais je sens qu'ils sont pas doux parce que moi je me suis réveillée, j'avais mal à la gorge. J'ai mangé de la glace après ma première anesthésie générale pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai été mal aussi, genre ça vraiment. Te brûle, ça te brûle. T'as l'impression que t'as attrapé une grosse rhinopharyngite. Ouais, exactement. Une angine, un truc vénère. Mais t'as pas d'écoulement, t'as rien, c'est juste vraiment ça te brûle. Non, ça fait mal dans la gorge, quoi. Et j'étais en mode putain, ils y sont allés comme des bourrins, les gars. Pardon.
pardon, mais vraiment, genre, c'est... Et parfois on les voit pas tout le temps, les cordes vocales. Parce qu'en fait, on utilise le laryngoscope pour pousser la langue, pour la ramener, et parce que t'as l'œsophage qui va vers le tube digestif, et juste devant, t'as la trachée. Et donc, juste devant, au-dessus, devant, c'est plus là. Et en fait, le truc du laryngoscope, la technique, c'est de décaler la langue pour pouvoir voir les cordes vocales et insérer ta sonde d'intubation dans les cordes vocales. Sauf que faut les voir, si jamais c'est trop serré, ça dépend des personnes, si jamais il y a un œdème, s'il y a une réaction allergique, du coup tu vas moins bien passer. Donc en fait ça dépend vraiment des patients, t'en as comme toi et moi, ça se trouve, toi on sait pas, mais ça se trouve t'as une petite sténose, c'est peut-être plus serré, donc ça explique que faut forcer un peu plus. Mais du coup ça dépend aussi du terrain du patient, ça dépend de plein de facteurs quoi. Vous faites tellement des gestes, mais ultra précis, méticuleux. Enfin, je me dis, c'est du travail d'orfèvre. Ah ouais, franchement, des vrais artistes du corps humain, quoi. Enfin, vraiment, moi, je compare un peu ça à de l'art, mais des fois, c'est des tout petits trucs. Je me souviens, je me suis fait je me suis sectionné artère, ligament, en voulant rattraper un vase. Il s'est brisé dans ma main, voilà. C'était coupé jusqu'à là. Oui, ouais. Et du coup, je me souviens, le gars qui m'a recousu, super chill, détente, trop gentil. Et il faisait cours à ses étudiants à côté. Donc moi, j'étais en anesthésie locale, j'avais un drap là, et l'autre il faisait ses cours. Alors chapitre 1, aujourd'hui on va faire ça et tout, comment on fait pour arriver à ça. C'était ultra passionnant, et moi j'étais là, le bras tendu. Mais tu voulais voir toi aussi, limite. Mais écoute, son cours, il était super intéressant. Moi j'étais là, j'étais en mode, ah ouais et tout, je sentais rien, je voyais rien. Mais j'aimais bien la manière dont il racontait ça. Il y avait au moins 6 internes, je pense, avec lui. Et lui, il était avec des petites loupes sur ses yeux. C'était trop cool à voir. Et il avait plein de petites lumière, je me souviens et tout, mais il travaillait sur une surface mais toute petite de ma main quoi, et il disait là je fais ça, pourquoi on doit faire ça et tout ça. C'était ultra passionnant, je me souviens, c'était hyper cool. Et grâce à lui, il a sauvé ma main, parce que si je restais une journée de plus comme ça, tu pouvais perdre ton doigt. Ouais, je perdais mon petit doigt. Donc c'est il quand m'a même sauvé le gars. Bien pratique un petit doigt. Oui. Pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. J'imagine pas vivre sans quoi, ça serait. Ouais, c'est triste quoi. Il manque un truc quoi. Tu veux un petit peu je veux bien, ouais. Je vais me resservir de l'eau. J'ai soif. Minzi. Et du coup, non, je pense que j'ai plus de Attends, je vais te montrer juste des photos de ce que j'ai vu aux urgences. Enfin, si ça te... T'as le droit de prendre des photos ? Bien sûr, parce que je prends pas en photo les patients, je prends en photo leur plaie. Ouais. Et quand je parle de mes anecdotes, je ne cite... Ça, c'est important de le préciser quand même, parce que on sait jamais si... Oui. Si on veut m'attaquer en justice, tant que je ne dis pas le nom, prénom, l'identité civile de la personne, ça peut être monsieur tout le monde, hein. Oui. Heureusement, sinon on pourrait jamais apprendre en médecine. On pourrait jamais prendre de photos pour nos étudiants, de choses comme ça. Donc non, c'est important, on a le droit, et ça fait partie, on demande toujours aux patients, bien sûr. Est-ce que... voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand un patient arrive aux urgences, il voit l'externe, c'est-à-dire moi d'abord, puis ensuite, moi je fais mon premier examen, je prends mes notes, j'en parle à l'interne va voir le patient avec moi, là il me reprend, il me dit tiens là c'est pas ça, c'est plutôt ça, ok ? C'est normal, il est plus calé, il a déjà passé le concours, et ensuite l'interne en parle au senior. Et du coup, en fait, c'est comme ça que se fait la transmission de l'information. Donc si tu veux, l'externe, il voit plein de monde, l'interne, il voit tout le monde, et lui, le senior, le médecin, il voit s'il a le temps, tu vois. Mais en fait, c'est l'interne qui montre les photos, qui dit au senior, voilà, lui, il a ça, et regarde là, il a ça. Okay. Et du coup, le senior dit, ouais, ok, là, je vais plutôt aller voir quand même ce patient-là. Ouais, priorité à tel patient. Et si le senior, il voit que, bon, c'est une plaie, voilà, il faut juste suturer, il dit, envoie l'externe, je fais l'admission et la sortie, et puis voilà, il sort. Le senior se déplace pas forcément pour tout, parce que sinon, t'imagines bien, déjà que en garde, nous, dans certains secteurs, il y a un senior pour la garde. S'il va voir tous les patients... Je ne comprends pas. C'est pas possible, genre. Et puis surtout, c'est beaucoup de fois les mêmes. Hein, donc tu vois beaucoup... moi, j'en vois, en tout cas l'été dernier, aux urgences. Les mêmes seniors qui se pointent. Ouais, et pas forcément et c'est les pas autres. évident, quoi. Ça, c'est moi, l'année dernière, qui faisais une échographie. Un ami à moi, mais... mais la petite photo souvenir, j'adore. Et alors, est-ce que je peux te montrer... je précise, âme sensible s'abstenir. Mais... Ok, vas-y. Bon, alors c'était une dame qui a fait tomber son vélo
sur son mollet et en fait la pédale a râpé le mollet. Ah oui, on voit bien la grosse trace de la pédale. Voilà. Ok. Donc ça c'est moi qui ai suturé. J'ai comme un grand. Ouais, comme un grand. Bon là en fait, là tu vois ça c'est de la peau qui est morte qui va tomber. Ok. Mais voilà, du coup j'avais suturé sa plaie qui était franchement impressionnante. Ça fait quoi de recoudre une peau? Moi j'adore. Moi franchement, tu veux que je te dise si je pouvais, on dirait un psychopathe, j'adore. Si on pouvait créer une spécialité qui s'appellerait couture médicale, je pense que je la choisirais, tu vois. Un couturier médical, oui. Je t'occupe de faire toutes les... Le Karl Lagerfeld. Couture médicale appliquée, oui, bonjour. Ah mais non, je sais pas, c'est quoi la sensation? Ça doit être spécial de recoudre une peau parce que... C'est tout mou, ça passe comme dans du beurre. Et comment dire... Il faut avoir des aiguilles ultra fines par contre. On a un petit hameçon de pêche, quoi, littéralement, qu'on passe, hop, dans la peau. Et après, on passe d'un côté, on passe de l'autre. On fait... c'est incurvé. C'est incurvé. C'est pas droit. Non, c'est incurvé. Ouais. On pique au niveau du tiers de la pointe et des 2 tiers de l'hameçon. Donc en gros, on pique plus vers la pointe que plus vers... non, je te dis une bêtise. On pique plus vers... en gros, t'as l'hameçon, il est comme ça, tu vois. On va plus piquer ici. Enfin, on prend avec notre comment dire, notre pince, on chope la partie haute la partie haute de l'hameçon, on rentre à 90 degrés environ dans la peau, comme ça. Ouais, vous êtes avec le truc, on passe, et après on fait pareil de l'autre côté de la berge, des 2 côtés de la plaie. Ensuite, une fois que c'est fait, on chope le petit bout de fil là qui dépasse, on fait 2 tours, hop, avec la pince on vient choper l'autre bout du fil qui est de l'autre côté de la berge, et hop, ça fait un nœud. Magique. Et il n'y a pas besoin de tirer, faut pas tirer, voilà, ça se fait vraiment tout seul. Au début, c'est compliqué quand tu sais pas suturer. Même là, de l'expliquer à l'oral, c'est compliqué. Oui, normal. Faut mieux le faire. Mais en vrai, la première fois, c'est compliqué, c'est normal et ça s'apprend, c'est comme tout. Mais une fois que t'as la technique, c'est un vrai jeu. Enfin, moi, j'adore. Et surtout qu'en fait, c'est rendre service au patient très rapidement. Et le résultat est très rapide. C'est-à-dire que quand t'as un patient qui vient, il s'est coupé, c'est chiant. Mais tu y fais sa suture, tu y fais les soins, et hop, il part. Il repart. En fait, j'aime beaucoup ça aux urgences, la couture et les plâtres, parce que c'est des soins rapides. Le plâtre, c'est on t'envoie à la radio, c'est pas cassé, hop, ok, bon bah d'accord, on fait le protocole, attelle ou plâtre, suivant ce qu'il y a. Et hop, ça sort. Il n'y a pas besoin de garder plus longtemps. Donc, j'aime bien ces patients-là, ça va vite. Et souvent, t'as l'histoire qui va avec. Qu'est-ce que vous êtes fait? Écoutez, j'ai voulu jongler avec des couteaux. Ça, c'est les gossips. D'accord. Vous devez écrire des livres, tout ce que vous entendez pour les gens qui viennent aux urgences. Il y a un mec qui a écrit un livre comme ça, de venue aux urgences. Et il y a un médecin légiste aussi qui a écrit un livre que j'avais lu qui s'appelle Michel Sapané. Il avait écrit Chronique d'un médecin légiste. Ça a cartonné, il a fait plein de livres. Mais attends, je crois que je connais ce mec-là. Ah bah il est connu, ouais. C'est pas Philippe Boxo, hein. C'est pas le mec qui était avec Guillaume Play, là? Non, ça c'est Philippe Boxo. Lui, j'adore. Ah bah lui... oh là là, lui, il m'a limite redonné envie de refaire médecine légale, tu vois. Non mais franchement, ces histoires, c'est à tomber par terre, quoi. Moi, c'est trop génial. Là, c'est typiquement le genre de mec qu'il me faut. C'est un mec qui parle, et en fait tu l'écoutes. Ça, moi je suis sapiosexuel, c'est-à-dire que le savoir... Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, tu vois. Je pourrais l'entendre des heures et des heures, je m'en lasserais pas. Et oui, super intéressant en plus. Et Michel Sapané, c'est le même style. Et en fait, il avait écrit un bouquin où il raconte toutes ces histoires, toutes ces enquêtes. Incroyable. Il te raconte des anecdotes de ouf et c'est super drôle, quoi. Sur les urgences et tout. En parlant de bouquins, à Rouen, aux urgences de Rouen, ils ont ce qu'on appelle la rectothèque. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est là où ils répertorient toutes les histoires des gens qui sont venus aux urgences, non? Les plus drôles ou les plus incroyables? Alors c'est plus précis que ça. La rectothèque, c'est une bibliothèque qui contient tous les objets qui ont été découverts dans le rectum des patients. Alors je l'ai su par un ami qui est à Rouen. Ils ont fait ça à Rouen? Alors c'est pas officiel, hein. Tu te doutes bien que... Voilà, tu te doutes bien que le directeur d'hôpital il doit être au courant, mais je pense que c'est pas la fierté de l'hôpital, tu vois, c'est pas dans l'accueil. C'est dans les sous-sols. Mais voilà, il y a la rectothèque. Et donc, parce que, en fait, tout ce qu'on récupère dans le corps des patients, faut savoir que ça n'appartient pas aux patients. Ça n'appartient plus aux patients. D'ailleurs, même si toi, demain, tu te fais retirer un kyste bénin, t'as pas le droit de demander ton kyste.
Bah oui, mais normal. Ça peut paraître logique, mais de la même manière, tout ce qui est retiré de ton corps par... Les dents, par exemple. On récupère pas les dents. Ouais. Tout ce qui est... On peut pas le récupérer. Enfin, le patient ne peut pas demander à le récupérer. Donc, imagine, on retrouve, je sais pas moi, une ampoule. J'en ai vu une récemment. Pas plus tard dans le rectum. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, une amie me montre une radio. Oh, putain. Radio pour un mec qui dit, voilà, j'ai eu un petit accident, mais il ose pas dire quoi. Radio abdomen sans préparation, et on voit très bien donc le rectum sur cette radio-là. Et là, on voit, mais parfaitement symétrique, entre les 2 os iliaques, une ampoule, avec le petit filament au milieu. Et du coup, là, urgence, parce que ampoule vert mais explose. Attends, ça explose. Comment l'ampoule n'a pas... Ouais. Donc du coup, elle m'a dit que après il a été pris en charge, ça a pas explosé, c'est très bien passé. Oh là là, mais la chance, pour tomber sur l'ampoule, faut y aller quand même, parce que lui avait dit qu'il avait glissé dessus. Non mais c'est quoi cette blague? Moi je préfère, je peux comprendre que les gens soient gênés, mais moi je pense que si ça m'arrive, je serais honnête, je dirais écoutez, ah bah oui, je me suis mis ça dans le cul. Voilà, oui. allons en bloc, et voilà. Je m'en fous, j'assume, mais retirez-moi ce bordel, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, on arrive dans une situation où tu dis j'ai glissé, l'infirmière sait que tu mens, le médecin sait que tu mens, tu sais que tu mens. C'est encore plus malaisant que de dire la vérité, je pense. Oui, et donc du coup, après tu finis dans la rectothèque, donc voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui travaillent aux urgences qui disent mais le nombre de trucs que se mettent les gens dans le cul, c'est hallucinant. Mais tu sais, ils oublient que ça fait un effet ventouse, tu sais, il faut faire attention à ce que tu mets, parce que si t'as pas de sécurité et tout ça, en fait, c'est pas comme le vagin où ça expulse tout seul, tu vois. Ça peut remonter, enfin, du coup, ça... Tu vois, il y a un moyen où ça expulse facilement. Là, vraiment, le rectum, ça reste coincé, c'est terminé. Ouais, faut faire attention, quoi. Faut vraiment... Il y a des choses faites pour ça, et il y a des choses qui sont moins faites pour ça. Du coup, faut vraiment... Et puis, à la moindre hésitation, voilà, aller aux urgences, quoi. Tant pis, ça sera le moment le plus honteux, peut-être, pour vous de votre vie, mais... Ouais, mais pour ta santé, pour la santé, c'est très important. Allez aux urgences. Si vous nous écoutez et que là, vous vous sentez concerné, allez-y. Mais ouais, et du coup, t'as entendu ampoule, et il y avait quoi d'autre que t'as... Alors, ampoule, mais moi, je l'ai pas vu, ça. En termes énormément plus dégueulasses, j'ai une autre histoire, mais alors là, on bascule du côté plus obscur. sale. C'est pas obscur, mais c'est très sale. Okay. Ça a parlé vers de terre. Voilà. Ah ouais, d'accord. En gros, plus larve. En gros, il y a un mec qui arrive dans un état de choc septique, c'est-à-dire il fait une infection grave. Ah oui, ok. On sait pas encore à quoi, mais en gros, il a des signes de choc. Et surtout, on l'a retrouvé chez lui par terre. Donc on sait pas combien de temps il est resté sur le sol sans bouger. Okay. Donc on craint aussi ce qu'on appelle la rhabdomyolyse, ça veut dire la destruction des cellules musculaires, parce que quand tu restes allongé sans rien faire, voilà. Surtout que c'était un petit papy de 70 ans, seul. Donc voilà, il y avait plusieurs comorbidités, il fallait faire très attention. Et donc on le découvre, chaud, il était à 40, 42, 41, il était vraiment brûlant, il était en choc, quoi. Il a fait une infection, et ça explique qu'il soit tombé. Un papy qui fait une infection sévère, il tombe, et du coup il reste sur le sol pendant 2 jours, et on le découvre comme ça. Du coup, on explique pourquoi il est tombé, c'est à cause de l'infection, sauf que, une infection à quoi? Et en fait, les pompiers, quand ils arrivent, il y avait pas de médecin, tu sais, c'est juste, quelqu'un a été envoyé, les pompiers ont été envoyés parce que le voisin avait dit, je crois, monsieur ne sort plus de son domicile, ça fait 2 jours. Et donc les pompiers sont arrivés, mais il y avait pas de médecin avec les pompiers. Ils arrivent aux urgences, on découvre qu'il est en choc septique, et moi je m'occupe pas de ce patient-là, mais je vois toute la prise en charge parce que j'étais dans le même coin un petit peu, et je vois que déjà je sens que ça pue. Il y a une histoire d'incurie. Le patient, quand on dit que le patient présente une incurie, c'est une profonde détresse sanitaire, quoi, un manque d'hygiène total. Et les pompiers nous confirment que chez lui, voilà, c'était pas du tout dans les normes sanitaires. Il y avait des excréments par terre. C'était insalubre. Ouais, et donc du coup le monsieur visiblement vivait dans un environnement insalubre, et donc lui aussi physiquement, voilà, ça se ressentait. Il était pas en bon état. C'est ça. Et j'ai ma collègue externe qui s'occupe de lui qui me dit « Alexandre, il y a des vers ». Et je fais « Comment ça, il y a des vers ?» Et elle me dit « Il a des vers qui sortent de ses chaussures, il a des vers qui sortent de son pantalon, il y a des cafards dans sa veste, voilà. » Putain, ah ouais, c'est allé loin quand même. Hein. Nous, on se dit « Écoutez, peut-être que c'est des bestioles de sa maison. Vu que le mec se change pas, voilà, il doit les avoir sur lui. » Et que fut notre surprise lorsqu'on découvre que les vers sortent de son anus. Ah ouais, ok. En fait, on s'est rendu compte aussi à l'échographie testiculaire qu'il avait une bourse inflammée, et avec une troisième bourse, une sorte de kyste de larve en fait qui s'était propagée. Ah putain, c'est possible d'avoir ça sur le corps ? Ouais.
Il avait fait un choc septique, en fait, il avait fait une infection, c'est devenu un réservoir à larves, en fait. Ah ouais. Et là, tu traites avec des grosses doses d'anti-larvaires, d'anti-parasitaires, quoi. Ok. Et je sais pas s'ils en est tiré ou pas, mais c'était vraiment... le gars était en choc septique. Le gros cas, quoi. Et en fait, quand tu regardais l'échographie, t'inspectais, tu dis, ah ouais, ok, donc... Oui, il fait sûrement un choc sur les larves, quoi. Sur évidemment le corps, il tolère pas ça. Et dans le même cas, ça arrive, tu vois des vers qui passent sous la peau. Ma ça phobie. peut être très. Ah ouais. Putain, je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était un truc pour faire peur aux gens. Tu vois les histoires de vers dans le corps. Bon, je sais que tout ce qui est vers solitaire et tout ça, ça peut exister. Oui. Mais le fait d'avoir des larves sur toi qui soient dans ton corps. Bah si t'es infesté. Je pensais pas. Voilà, à ce stade-là, c'est un très mauvais pronostic. Hein, oui. T'es mal barré. Malheureusement oui, parce que du coup t'imagines dans le sang toutes les merdes qui circulent, toutes les mauvaises toxines, donc là c'est vraiment très très vénère. Et puis surtout que là je crois que ça faisait 2-3 jours qu'il était par terre allongé en choc. Donc là ça a plus déshydratation complète, donc là t'arrives dans des cas très très critiques. Sur ce, après cette belle anecdote, est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans la médecine? Est-ce que tu as des choses à dire avant qu'ils se lancent? Déjà, félicitations à vous de vous lancer dans cette optique-là. C'est un métier très riche humainement. Je pense qu'au niveau de la pratique future, on a énormément de choses à apprendre encore, à améliorer, et les progrès scientifiques ne cessent pas. Donc c'est vraiment un métier d'avenir déjà. Et ensuite, la médecine, ce qu'il faut savoir quand on rentre là-dedans, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est 12 ans. C'est 12 ans pendant lesquels on se sacrifie. Il faut parfois faire des compromis entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faut faire. Voilà, c'est 12 ans qui peuvent paraître très longues, mais la récompense, au final, c'est la plus belle qui soit, c'est d'être utile. Être utile pour les autres, être utile pour soi, se sentir utile. Et puis, faire médecine, avant tout, c'est une passion. Donc, entretenir la passion, c'est aussi avoir le courage de se lancer et de pas avoir peur de l'échec. Il y aura des échecs, il y en a dans toutes les carrières, dans tous les cursus. Mais en médecine, chaque échec, en fait, va vous faire prendre conscience que la prise en charge que vous souhaitiez, peut-être, n'était pas la bonne. Et en fait, c'est se remettre en question, le véritable défi du cursus médical. C'est 12 années pendant lesquelles vous allez vous remettre en question. Et à la fin, en fait, vous allez peut-être devenir le praticien que vous auriez aimé devenir au début. Et puis médecine, c'est aussi une compétition. Donc voilà, pas avoir peur de se lancer dans le combat. Il y a des gens qui arrivent chaque année, donc pourquoi pas vous. Et aussi ce courage-là, en fait, de ne jamais renoncer et de surmonter tous les obstacles pour arriver à vos fins. Donc, félicitations de vous lancer dans ce projet. Et puis, peut-être qu'on sera amenés à travailler ensemble. Écoutez... On se retrouve plus tard, les copains. Oui, voilà. C'est génial. Mais merci beaucoup, Alex. De rien. J'espère que ça t'a plu, ça t'a intéressé. J'ai kiffé mon moment, je t'avoue, là. J'ai kiffé mon moment. C'était trop bien. J'espère que ça aidera les personnes si jamais... J'en suis sûre. Elles se reconnaissent dans mes paroles. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des étoiles au podcast si cet épisode vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous. Au revoir.